Chassé par ma belle-mère à la mort de mon père que je croyais sans le sou, j'ai découvert sa vie secrète à 46 ans. Son dossier militaire a révélé des opérations clandestines et une indemnisation inattendue qui a changé mon destin à jamais. Les mains de l'agent du bureau des anciens combattants tremblaient alors qu'il fermait à clé la porte de son bureau derrière moi. La lumière des néons me parut soudain trop vive, et le petit bureau administratif semblait rétrécir autour de nous. L'agent Jérôme Vasseur, un homme qui avait probablement traité des milliers de dossiers d'anciens combattants sans ciller, transpirait maintenant à travers sa chemise. « Monsieur Lefebvre » murmura-t-il, jetant un coup d'œil à la porte comme si quelqu'un pouvait surgir à tout moment. « Votre père n'était pas celui que vous croyez. » Il tourna son écran d'ordinateur vers moi et ses doigts tremblaient en le pointant. Le dossier d'indemnisation est sur un compte classifié depuis 16 ans, accumulant des intérêts depuis 1979. Le chiffre qu'il me montra fit vaciller mes genoux. Je dus m'agripper au bord de son bureau pour rester debout. 4,7 millions d'euros. Mon esprit n'arrivait pas à l'intégrer. Ce matin encore, je m'inquiétais de payer le loyer d'une petite maison avec un toit qui fuyait. J'avais mangé des sandwichs jambon-beurre toute la semaine pour économiser de l'argent pour les fournitures scolaires de mon fils. Ce n'est pas possible, dis-je, la voix brisée. Mon père était Étienne Lefebvre. Il réparait des voitures au garage Hubert. Il est mort fauché en 2008. L'agent secoua lentement la tête. Étienne Lefebvre, matricule 486 669 823, Opération Spectre, 1976 à 1979. Monsieur Lefebvre, votre père était un agent infiltré. Il a accompli 17 missions classifiées qui n'ont officiellement jamais eu lieu. Je m'appelle Damien Lefebvre. J'ai 46 ans, et jusqu'à cet instant, je pensais savoir exactement qui j'étais, le fils d'un mécanicien raté qui n'avait même pas pu me laisser assez d'argent pour son propre enterrement. Ma belle-mère, Francine, s'était assurée que je comprenne bien cette histoire. Elle l'avait gravée dans ma mémoire à force de me rappeler pendant des années à quel point les hommes de la famille Lefebvre étaient des bons à rien. Mon père, Étienne Lefebvre, est mort quand j'avais 19 ans. Un cancer l'a rongé de l'intérieur pendant 8 mois terribles. Il a passé ses derniers jours à s'excuser de ne rien pouvoir me laisser, à part sa vieille boîte à outils et quelques conseils pour changer des bougies d'allumage. L'homme qui m'apprenait à reconstruire des moteurs les dimanches après-midi. Qui rentrait chaque soir avec du cambouis sous les ongles et de l'huile de transmission sur son bleu de travail. Qui n'a jamais manqué un seul de mes matchs de foot, même après des journées de 12 heures. Cet homme, apparemment, n'avait jamais existé. Le véritable Étienne Lefebvre avait infiltré des installations du bloc de l'Est. Il avait photographié des systèmes d'armement qui n'étaient pas censés exister. Il avait exfiltré des transfuges de l'autre côté du rideau de fer. Et il était rentré à Lyon, avait pris une clé à molette et avait prétendu n'être personne de spécial pendant 20 ans. Ma belle-mère, Francine, la femme qui m'a mis dehors le lendemain de l'enterrement de papa, vivait un mensonge bâti sur un autre mensonge. Elle avait pris tout ce qu'elle pouvait voir, tout ce qu'elle pouvait toucher, tout ce qu'elle pouvait vendre. Mais elle n'a jamais rien su du fantôme dans sa maison. Elle n'a jamais rien su du compte classifié. Elle n'a jamais rien su de l'homme qui avait sauvé le monde 2 fois avant le petit déjeuner et qui rentrait ensuite à la maison pour apprendre à son fils comment vérifier la pression des pneus. Je travaillais à l'entrepôt logistique Brennan depuis 15 ans, chargeant des camions sous la canicule lyonnaise qui pouvait faire fondre le bitume. Chaque matin à 4 heures, mon réveil hurlait pour me tirer du lit, et je me levais avec le dos déjà endolori par la journée de la veille. L'entrepôt se trouvait dans la zone industrielle de la ville, là où l'air sentait le diesel et la poussière, là où des hommes comme moi échangeaient leur corps contre des salaires qui ne suffisaient jamais tout à fait à couvrir les besoins. Mes mains étaient devenues du cuir au fil des ans, si calleuses que je ne sentais plus le métal chaud. Je chargeais de tout, des meubles aux équipements industriels, déplaçant parfois 8 tonnes de marchandises en une seule journée. Les plus jeunes m'appelaient « le vieux Damien », même si 46 ans, ce n'est pas si vieux. Mais en année d'entrepôt, où chaque jour vous vieillit doublement, j'aurais aussi bien pu être un ancêtre. Chaque matin, je conduisais mon vieux Renault Kangoo de 2001 en passant devant les résidences sécurisées d'Écully, regardant le soleil levant frapper ses pelouses parfaites et ses garages pour 3 voitures. C'est là que ma belle-mère Francine vivait maintenant, dans une maison avec piscine et palmiers qui ressemblait à une photo de magazine. Je le savais parce que j'étais passé une fois, juste pour voir où la prétendue fortune de mon père était partie. Le souvenir d'elle me brûlait encore comme de l'acide dans la poitrine. Le lendemain de l'enterrement de papa, alors que je portais encore mon seul costume,
avec de la terre du cimetière sur mes chaussures, elle s'était tenue sur le seuil de ce qui avait été notre maison familiale. Son visage était froid comme un avis d'hypothèque, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « Prends les saloperies de ton père et dégage », avait-elle hurlé, me jetant sa vieille boîte à outils Facom. Elle a heurté l'allée assez fort pour disperser les clés sur le béton. Étienne n'était qu'un pisse-huile pathétique qui ne pouvait même pas réparer sa propre vie. Et tu es comme lui. Né de rien, tu mourras sans rien. J'avais 19 ans, je venais de commencer un BTS, et je travaillais de nuit dans une épicerie pour aider papa avec ses frais médicaux. Après qu'elle m'ait mis dehors, j'ai dormi dans ma voiture pendant 3 mois jusqu'à ce que je puisse économiser assez pour la caution d'un appartement miteux. J'ai abandonné mes études, pris des petits boulots partout où je pouvais en trouver. Le travail à l'entrepôt devait être temporaire. C'était il y a 15 ans. Mon père, Étienne, avait épousé Francine quand j'avais 14 ans. C'était une agente immobilière avec des dents blanchies, de faux ongles et une calculatrice à la place du cœur. Elle conduisait une Mercedes blanche et parlait de la valeur des biens immobiliers comme d'autres parlaient de leurs enfants. Papa l'a rencontrée quand elle est venue au garage Hubert pour une vidange. 6 mois plus tard, ils se mariaient à la mairie lors d'une cérémonie qui a duré 8 minutes. Papa était juste un homme tranquille qui réparait des voitures, rentrait à la maison avec du cambouis sous les ongles et m'apprenait à reconstruire des moteurs le week-end. Il avait aménagé un espace de travail dans notre garage avec des outils parfaitement organisés, chaque clé et chaque douille à sa place désignée. Respecte tes outils et ils te respecteront en retour, disait-il, essuyant la graisse d'un cliquet comme s'il était en or. Il ne parlait jamais de son temps dans l'armée. Quand on lui posait la question, il disait simplement qu'il avait fait ses 4 ans et qu'il était parti. Rien de spécial, juste de la mécanique, marmonnait-il, puis il changeait de sujet pour parler de problèmes de carburateur ou d'huile de transmission. Le seul indice de son service était une vieille malle dans le grenier qu'il gardait verrouillée. Francine l'a vendue dans un vide-grenier alors qu'il se mourait à l'hôpital. Elle en a tiré 20 €. Quand le cancer l'a emporté en 2008, les médecins ont dit qu'il le portait probablement depuis des années. Ça a commencé dans ses poumons, s'est propagé à ses os, et a fini dans son foie. Il est mort un mardi matin alors que je lui tenais la main. Ses derniers mots furent des excuses. Désolé de ne pas pouvoir te laisser plus, mon fils. La boîte à outils est à toi. Tout ce que je sais est là-dedans. Selon Francine, il est mort avec 342 € sur son compte courant. Elle s'est assurée que je connaisse ce chiffre, le répétant comme une malédiction. Elle a gardé la maison, sa voiture, même les tuyaux en cuivre du garage qu'il aimait tant. J'ai gardé la boîte à outils et les souvenirs. Pendant 27 ans, j'ai cru à sa version. Étienne Lefebvre était un inconnu qui n'a rien laissé derrière lui. Un mécanicien raté qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Un homme dont le seul héritage était une boîte de vieux outils et un fils qui luttait pour payer son loyer. Ma femme Nadia ne l'a jamais rencontré, mais elle avait vu sa photo sur notre commode. Il avait un regard bienveillant, disait-elle parfois en étudiant son visage. Nadia travaillait comme cantinière, rentrant à la maison avec une odeur de pizza industrielle et de lait au chocolat. Ensemble, nous gagnions à peine 50 000 € par an. Nos jumeaux, Clément et Léo, avaient 12 ans maintenant, partageant une chambre dans une maison de location avec un toit qui fuyait et que je n'avais pas les moyens de réparer. Damien, pourquoi ne demandes-tu pas un prêt pour anciens combattants, suggéra Nadia un matin, en préparant les sandwichs pour le déjeuner des garçons. Ton père a bien fait son service, non? Oui, il a fait 4 ans dans l'armée de terre avant ma naissance, lui ai-je dit en versant du café dans mon thermos, le même que je transportais depuis 5 ans. De 1975 à 1979, je crois. Alors tu peux bénéficier d'aide en tant que son fils. On pourrait enfin acheter une maison. Cette simple question, posée au-dessus de sandwich jambon beurre dans une cuisine au lino qui se décollait, a tout changé. Le bureau des anciens combattants de Lyon sentait le vieux papier et la cire. Cette odeur spécifique des bâtiments administratifs qui vous fait vous sentir petit avant même d'atteindre le guichet. J'avais pris une demi-journée de congé, perdant 4 heures de salaire que je ne pouvais pas me permettre, pour m'asseoir dans une salle d'attente avec des chaises en plastique et des affiches de motivation sur les services aux anciens combattants. Le bas de mon dos me lançait à cause de la journée de la veille, et je n'arrêtais pas de changer de position, essayant d'en trouver une qui ne soit pas douloureuse. L'agent Jérôme Vasseur a appelé mon nom après 1 heure d'attente. C'était lui-même un ancien militaire au visage sévère, probablement au début de la soixantaine, avec le genre de posture qui ne quitte jamais l'armée.
Les murs de son bureau étaient couverts de certificats et de photos de ce qui ressemblait à des opérations extérieures. Il avait cet air fatigué de quelqu'un qui avait traité un millier d'histoires tristes et s'attendait à ce que la mienne soit la 1001e. J'ai besoin du dossier de service de mon père pour une demande de prêt immobilier, ai-je expliqué, en faisant glisser le certificat de décès d'Étienne sur son bureau. Le papier était usé à force d'être plié et déplié, l'un des rares documents officiels que j'avais réussi à sauver de la purge de Francine. Étienne Lefebvre, Vasseur tapa sur son ordinateur avec 2 doigts, à la hussarde. Date de naissance, 15 mars 1954. Numéro de sécurité sociale. J'ai récité les chiffres que j'avais mémorisés en triant les quelques papiers restants de papa, ceux que j'avais trouvés dans cette boîte à outils entre les clés à douille et les tournevis. Les doigts de Vasseur s'arrêtèrent. Son expression passa d'une routine ennuyée à une attention vive, comme un chien de chasse flairant une piste. Il se pencha plus près de son moniteur, plissant les yeux. Puis il tapa à nouveau, plus vite cette fois, sa technique à 2 doigts devenant soudainement urgente. Sa respiration changea. Il recula même sa chaise de son bureau. « Monsieur Lefebvre, attendez ici. » Avant que je puisse demander pourquoi, il était parti, trottinant presque dans le couloir. Je suis resté là, à fixer sa chaise vide, les photos de famille sur son bureau, le drapeau français dans le coin. 20 minutes passèrent. 30. D'autres anciens combattants allaient et venaient des bureaux voisins, menant leurs affaires normalement pendant que j'étais assis là, les mains moites, me demandant si j'avais commis un crime en demandant le dossier de mon père décédé. Finalement, Vasseur revint avec 2 agents de sécurité et une femme en uniforme de la Marine nationale avec assez de médailles pour approvisionner une mercerie. Les gardes se positionnèrent près de la porte comme si je pouvais essayer de m'enfuir. L'uniforme de la femme était assez rigide pour couper du papier, son expression aussi illisible que du granit. « Monsieur Lefebvre, je suis le commandant Patricia Husson, dit-elle en tendant une main qui aurait probablement pu écraser des noix. Nous devons parler de votre père. Y a-t-il un problème? J'ai juste besoin de son dossier pour un prêt. Les états de service de votre père sont classifiés à un niveau que j'ai rarement rencontré en 30 ans de carrière, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Monsieur Lefebvre, Étienne Lefebvre n'était pas un mécanicien dans l'armée comme son livret militaire l'indique. Mon estomac se noie. De quoi parlez-vous? Votre père faisait partie de l'opération Spectre de 1976 à 1979. Reconnaissance profonde en territoire du bloc de l'Est. Les détails sont encore classifiés, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Étienne Lefebvre a accompli 17 missions à haut risque qui n'ont officiellement jamais eu lieu. La pièce semblait tanguer. Je me suis agrippé aux accoudoirs de ma chaise. Mon père réparait des voitures. Il portait un bleu de travail. Il regardait le foot sur une télé de 33 cm et buvait de la 1664 en canette. Votre père était un fantôme, monsieur Lefebvre. Et les fantômes ne peuvent pas raconter à leur famille ce qu'ils ont vraiment fait. Le commandant Husson sortit une tablette, tapa ce qui ressemblait à un mot de passe de 20 chiffres, et la tourna vers moi. L'écran montrait un jeune homme en équipement de combat non marqué, le visage peint en noir, les yeux vifs comme du verre brisé. C'était mon père, mais pas une version que j'avais jamais connue. Cet Étienne Lefebvre avait l'air dangereux, capable de choses qui n'auraient jamais leur place dans un garage de banlieue. Ça ne peut pas être réel, dis-je, ma voix se brisant comme celle d'un adolescent. Il m'a appris à faire une vidange. Il m'a aidé avec mes devoirs de maths. Il faisait des crêpes le dimanche. Il a fait toutes ces choses, dit le commandant Husson, sa voix plus douce maintenant. Après avoir fait d'autres choses. Des choses qui ont empêché des guerres, des choses qui ont sauvé des vies, des choses dont il ne pouvait jamais parler, même pas à vous. Vasseur se racla la gorge. Il y a plus, monsieur Lefebvre. L'exposition pendant ces missions, en particulier une en 1978, impliquait des agents chimiques. Le cancer qui a tué votre père n'était pas un hasard. Il est lié au service, à 100%. Mais il n'a jamais demandé de pension d'invalidité, n'a jamais reçu d'allocation. Il ne le pouvait pas. Les missions n'existaient pas. Faire une demande aurait signifié expliquer comment il avait été exposé, et c'était classifié au-delà de son autorisation de divulgation. J'ai pensé à papa pendant ces derniers mois, s'excusant de ne rien me laisser, s'inquiétant pour mes études alors que des tumeurs dévoraient ses organes. Il savait. Il savait pourquoi il mourait, et il ne pouvait pas dire un mot. Il doit y avoir une erreur, dis-je,
même si les preuves me fixaient depuis l'écran de cette tablette. Francine l'aurait su, elle était sa femme. Le commandant Husson et Vasseur échangèrent un regard qui me glaça le sang. Monsieur Lefebvre, dit Husson prudemment. Que vous a dit exactement votre belle-mère à propos de la mort de votre père? Le commandant Husson me conduisit dans une pièce sécurisée 3 étages plus bas, où les murs étaient recouverts de ce qui ressemblait à une maille de cuivre et la porte scellée par une serrure magnétique qui cliquait comme un coffre-fort. Elle posa un épais dossier sur la table en métal entre nous, ses bords jaunis par le temps, marqués de tampons de classification qui semblaient assez importants pour déclencher une guerre. La lumière du plafonnier était crue, donnant à tout l'air d'une scène d'interrogatoire de film. Sauf que c'était ma vie qui se décomposait en temps réel. Votre père a été exposé à des agents chimiques lors d'une mission en novembre 1978, commença-t-elle, ouvrant le dossier pour révéler des pages si lourdement caviardées qu'elles ressemblaient à des zébrures. L'armée savait que cela finirait par le tuer. Le cancer n'était pas un hasard, monsieur Lefebvre. C'était un meurtre au ralenti, une gracieuseté des armes chimiques soviétiques. Mais il n'a jamais rien dit, jamais demandé de pension. Il ne le pouvait pas. Les missions n'existaient pas. Mais en 1992, le Parlement a discrètement adopté la loi sur l'indemnisation du personnel des opérations clandestines. Votre père avait droit à la totalité des prestations, avec effet rétroactif à sa démobilisation. Il ne les a jamais réclamées. Elle tourna une page et je vis une photo qui arrêta mon cœur. Mon père, plus jeune que je ne l'avais jamais connu, debout avec 4 autres hommes devant ce qui ressemblait à une installation militaire soviétique. Leur visage était noirci, sauf celui de papa, qui avait été encerclé au stylo rouge. Quelqu'un avait écrit « Cible confirmée vivante » dans la marge. Ceci a été pris à 3 km à l'intérieur du territoire du bloc de l'Est, expliqua Husson. Votre père et son équipe ont infiltré une usine d'armes chimiques. Ils ont photographié des documents qui prouvaient que les soviétiques violaient 3 traités différents. Les renseignements qu'il a recueillis ont empêché une potentielle première frappe qui aurait pu tuer des millions de personnes. Mes mains tremblaient alors qu'elle me montrait d'autres documents, chacun réécrivant l'histoire que je pensais connaître. Des citations pour bravoure extraordinaire, des mentions de renseignements critiques, des références à des opérations avec des noms de code qui sonnaient comme des rêves fiévreux, merle noire, porte de fer, spectre. Il a sauvé le monde, dis-je, les mots semblant impossibles dans ma bouche. 2 fois, en fait, corrigea Husson. Une fois en 78 et de nouveau en 79 quand il a exfiltré un scientifique soviétique qui faisait défection avec des formules d'armes biologiques. Les informations de ce scientifique ont conduit à des vaccins qui sont encore classifiés. Elle sortit un relevé financier imprimé sur du papier à en-tête du ministère des Armées. Le programme d'indemnisation a accumulé des intérêts sur un compte fiduciaire depuis 1979. Votre père n'en a jamais rien su car il n'en a jamais été informé. Le programme était classifié même pour les agents eux-mêmes. Pourquoi personne ne le lui a dit quand il était mourant? Il a passé ces derniers mois à s'inquiéter de me laisser sans rien. Nous n'arrivions pas à le trouver, admit Husson. Étienne Lefebvre a disparu de nos systèmes en 1980. Il a changé de numéro de sécurité sociale, changé légalement son nom de famille, déménagé 3 fois. Il est devenu un fantôme dans la vie civile aussi. Nous n'avons fait le lien que lorsque vous avez demandé ces dossiers aujourd'hui. Il se cachait de qui? De tout le monde. Des agents dormants soviétiques étaient actifs en France jusque tard dans les années 90. Votre père avait sa tête mise à prix, une prime qui n'a jamais été officiellement levée. Chaque jour qu'il passait à réparer des voitures dans ce garage, il regardait par-dessus son épaule. J'ai pensé aux habitudes de papa qui prenaient soudain tout leur sens. Comment il s'asseyait toujours face à la porte dans les restaurants, comment il vérifiait les serrures 3 fois avant de se coucher. Comment il m'avait appris à mémoriser les plaques d'immatriculation des voitures de notre rue. Il disait que c'était un jeu amusant quand j'avais 8 ans. Et Francine, demandai-je. Ma belle-mère. Elle a tout pris quand il est mort. La maison, sa voiture, même ses outils. Elle a dit qu'il était mort fauché. L'expression du commandant Husson s'assombrit. Nous enquêtons sur cette situation depuis que Vasseur a signalé le dossier de votre père ce matin. Monsieur Lefebvre, il y a autre chose que vous devez savoir. Elle sortit un autre document. Celui-ci du service du cadastre. Votre belle-mère a déposé des documents prétendant être l'unique bénéficiaire d'Étienne, mais le certificat de mariage qu'elle a fourni était un faux. Les vrais documents montrent qu'ils ont divorcé en 2007,
un an avant sa mort. Votre père ne vous l'a jamais dit, probablement pour ne pas que vous preniez parti pendant sa maladie. La pièce se mit à tourner. Elle a vécu sur un mensonge. Elle a vécu d'un héritage volé et de prestations sociales frauduleuses. La gendarmerie a été prévenue. J'étais assis là, dans cette pièce doublée de cuivre, essayant de réconcilier le père qui m'avait appris à changer des bougies d'allumage avec l'homme qui avait infiltré des installations soviétiques. Le mécanicien tranquille qui était mort en s'excusant de ses échecs était en fait un héros qui avait sauvé des millions de vies. Je veux savoir tout ce que vous pouvez légalement me dire sur le véritable service de mon père, dis-je, ma voix stable pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce bâtiment. Vous êtes sûr, demanda Husson. Une fois que vous saurez, vous ne pourrez pas l'oublier. Vous serez vous-même soumis à certaines restrictions de sécurité. Mon père est mort en pensant qu'il n'était personne. Il est mort en croyant qu'il m'avait laissé tomber. J'ai besoin de savoir qui il était vraiment. Husson hocha la tête et sortit un formulaire. Signé ici, Monsieur Lefebvre. Laissez-nous vous parler du véritable Étienne Lefebvre. J'ai signé de mon nom avec une main qui ne tremblait plus. Quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit la vérité qui attendait dans ces dossiers classifiés, j'étais prêt à rencontrer mon père pour la première fois. L'agent Vasseur retourna dans la pièce sécurisée avec une enveloppe scellée et un représentant du trésor public nommé Roland Kemp, qui avait l'air d'avoir été tiré d'une table actuarielle, tout en énergie nerveuse et transpirant dans son costume gris malgré la climatisation. Kemp posa une mallette qui semblait assez chère pour payer mon loyer, ses mains tremblant alors qu'il actionnait les serrures à combinaison. Monsieur Lefebvre, commença Kemp, ajustant ses lunettes 2 fois avant de continuer. La loi sur l'indemnisation du personnel des opérations clandestines prévoit le paiement rétroactif complet des primes de risque, des bonus d'opérations spéciales et une compensation médicale pour les blessures ou maladies liées au service. Il sortit un relevé financier, le tenant comme s'il pouvait exploser. L'indemnisation de base de votre père pour son service classifié a été fixée à 186 000 € en 1979. Ce montant a été investi en obligations du Trésor et en fonds indiciels conformément aux dispositions de la loi. Et, demandai-je, la bouche sèche comme le sable. Kemp baissa la voix jusqu'à un murmure, même si nous étions dans une pièce insonorisée. La valeur actuelle du compte, à la clôture du marché d'aujourd'hui, est de 4 700 322 €. La pièce bascula. Je me suis agrippé à la table en métal assez fort pour y laisser mes empreintes. C'est impossible. 45 ans d'intérêt composé, Monsieur Lefebvre. Le gouvernement l'investit depuis 1979. Votre père a gagné chaque centime dans des endroits qui n'existent pas, en faisant des choses qui ne sont jamais arrivées. Le commandant Husson ouvrit une autre mallette, celle-ci en cuir usé. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une médaille que je n'avais jamais vue auparavant. La croix du renseignement d'exception, dit-elle doucement. Décernée à titre posthume, déclassifiée juste assez pour être remise aux plus proches parents. Moins de 50 ont été décernés. Votre père a gagné la sienne en 1978. Elle me tendit une seule page, moins caviardée que les autres. Je l'ai lue 3 fois avant que les mots aient un sens. L'agent Lefebvre, malgré une exposition chimique sévère, a refusé l'extraction jusqu'à l'achèvement de la mission. A photographié avec succès les plans de déploiement soviétiques pour les armes biologiques. Capturé et torturé pendant 14 heures, a fourni de fausses informations qui ont conduit au démantèlement de 3 bases d'opérations avancées soviétiques, s'est évadé, a accompli des objectifs secondaires et a exfiltré 2 agents de la DGSE avant d'accepter une évacuation médicale. Les actions de l'agent ont permis d'éviter environ 400 000 victimes. 14 heures de torture, dis-je, la voix brisée, et il n'a jamais rien dit à personne. Il ne le pouvait pas, répondit Husson. Mais il y a plus que vous devez savoir sur Francine. Elle sortit un dossier de la gendarmerie avec la photo de Francine agrafée sur le devant, son sourire d'agente immobilière paraissant sinistre en noir et blanc. Votre belle-mère perçoit les pensions de réversion de votre père depuis 16 ans en utilisant de faux documents. Elle réclame également ses prestations de sécurité sociale sous de faux prétextes. La maison dans laquelle elle vit a été achetée avec une assurance vie qui vous revenait légalement en tant que fils biologique et seul héritier légitime d'Étienne. Vous voulez dire qu'elle a tout volé? Tout ce qu'elle a pu trouver. Mais elle n'a jamais su pour ce compte classifié parce que même votre père ne le connaissait pas. L'ironie cruelle est qu'Étienne est mort en pensant ne rien vous laisser, pendant que Francine volait un héritage qui n'était que de l'argent de poche comparé à ce qui était vraiment là. Vasseur intervint pour la première fois en 20 minutes.
La gendarmerie l'arrêtera demain matin. Fraude, usurpation d'identité et détournement de prestations publiques. Elle risque la prison ferme. Kemp se racla la gorge. Monsieur Lefebvre, nous devons discuter du versement. Vous pouvez le prendre en une seule fois, moins les impôts, ou en paiements échelonnés sur 20 ans. En une seule fois, dis-je sans hésitation. Mon père a attendu 45 ans. Je n'attendrai pas un jour de plus. Les 3 heures suivantes furent un tourbillon. Des signatures sur des documents qui semblaient assez importants pour acheter des pays. Des demandes d'habilitation de sécurité qui posaient des questions sur des gens dont je n'avais jamais entendu parler. Des formulaires du Trésor avec des chiffres qui ne semblaient pas réels. Des vérifications d'antécédents qui remontaient à mon institutrice de maternelle. Le commandant Husson me tendit un dernier document. C'est une déclassification partielle du dossier de service de votre père. Vous ne pouvez pas partager les détails, mais vous pouvez dire aux gens qu'il a servi avec distinction dans des opérations classifiées. Vous pouvez leur dire que c'était un héros. Puis-je le dire à mes fils? Quand ils auront 18 ans. D'ici là, dites-leur simplement que leur grand-père a servi son pays. Alors que je me préparais à partir, Husson m'arrêta. Il y a une dernière chose. Nous avons trouvé ça dans les effets personnels classifiés de votre père. Elle me tendit une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de papa. Il l'avait laissée en 1979, avant ma naissance, au cas où quelque chose lui arriverait pendant une mission. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un seul paragraphe. Damien, si tu lis ceci, c'est que la vérité t'a enfin trouvé. Chaque mensonge que j'ai dû dire, chaque secret que j'ai dû garder, c'était pour te protéger de mon monde. Je voulais que tu aies une vie normale, le genre de vie où les monstres n'existent pas et où les pères rentrent tous les soirs. J'espère que j'ai pu t'apprendre la mécanique, le foot et comment être un homme bien. J'espère que j'ai pu te voir grandir. Mais si ce n'est pas le cas, sache ceci, tu as été la mission la plus importante. Je t'aime, papa. Le papier était daté de 3 mois avant ma naissance, alors qu'Étienne Lefebvre se préparait à infiltrer une installation nucléaire soviétique, sans savoir s'il rentrerait chez lui pour rencontrer son fils. 6 mois plus tard, je me tenais dans le garage de ma nouvelle maison, apprenant à Clément et Léo à reconstruire un moteur sur le même bloc de Peugeot 504 coupé de 1972 sur lequel papa et moi avions travaillé quand j'avais leur âge. Je l'avais racheté au vieux M. Hubert du garage, qui a failli pleurer quand je lui ai raconté la vérité sur Étienne. Votre père a toujours dit qu'il avait servi, se souvint le vieil homme, s'essuyant les yeux avec un chiffon d'atelier. Mais il avait ce regard vide, comme s'il voyait des fantômes, si quelqu'un demandait des détails. Maintenant, je comprends qu'il en était un lui-même. La maison n'était pas un manoir, juste une solide maison de 4 chambres dans un bon quartier, avec un garage pour 2 voitures et un toit qui ne fuyait pas. Nadia avait pleuré quand nous avons signé les papiers, puis a pleuré de nouveau quand elle a pu faire les courses sans vérifier d'abord le solde du compte en banque. Les garçons avaient chacun leur propre chambre maintenant, tapissée de posters et jonchée du chaos confortable d'enfants qui se sentent en sécurité. Francine purgeait une peine de 3 à 5 ans dans une prison fédérale pour fraude, usurpation d'identité et détournement de prestations publiques. Le procureur m'a dit qu'elle réclamait les prestations militaires de papa avec de faux documents depuis des années. De l'argent qui aurait dû revenir à son héritier légitime. La maison d'Écully dont elle m'avait chassé 17 ans plus tôt avait été achetée avec l'assurance vie de papa qui me revenait légalement. Les autorités l'ont saisie, ainsi que sa Mercedes et ses comptes bancaires. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en la voyant condamnée, juste une sorte de justice creuse arrivée trop tard pour avoir de l'importance. Mais l'argent n'était pas le plus important. Dans cette boîte en cuir avec la croix du renseignement d'exception de papa se trouvait une petite clé que je n'avais pas remarquée au début. Elle ouvrait un garde-meuble à Toulouse qu'Étienne avait loué en 1980 et payé d'avance jusqu'en 2030. À l'intérieur se trouvaient ses vrais souvenirs. Des photos de lieux sans nom, des citations dans des langues que je ne pouvais pas lire, un pistolet Makarov avec des gravures cyrilliques, et 17 journaux écrits dans un code que la DGS déclassifiait encore page par page. Papy Étienne était un héros, demanda Léo, tenant la médaille à la lumière du garage, regardant comment elle captait le soleil de l'après-midi. Le genre de héros qui n'a jamais eu besoin que quelqu'un le sache, répondis-je en serrant un boulon comme papa me l'avait appris. Il est rentré à la maison, a vécu une vie tranquille et a aimé sa famille. C'est la plus grande mission qu'il ait jamais accomplie. Clément leva les yeux du manuel de mécanique qu'il étudiait. Pourquoi n'a-t-il rien dit à personne?
Parce que la vraie force, ce n'est pas d'être reconnu, mon fils. C'est de faire ce qui est juste, même quand personne ne le saura jamais. Ton grand-père a sauvé des centaines de milliers de vies, puis il est rentré à la maison et m'a appris à faire une vidange sans jamais le mentionner. Cela demande un autre type de courage. Cette nuit-là, Nadia m'a trouvé assis avec la vieille boîte à outils d'Étienne, celle que Francine m'avait jetée toutes ces années auparavant. J'ai découvert un compartiment caché sous le plateau à douille avec une seule photo. Papa en tenue de combat non marquée, quelque part qui ressemblait à un enfer gelé. La moitié de son visage peint en noir pour une opération de nuit. Au dos, de son écriture soignée, pour Damien. Un jour, tu comprendras. Chaque secret que j'ai gardé, c'était pour te protéger. Chaque mensonge était de l'amour. Le prêt des anciens combattants, je n'en avais plus besoin, mais je l'ai quand même pris, au montant minimum, parce que le fils d'Étienne Lefebvre allait utiliser chaque avantage que cet homme avait gagné par son silence et son sacrifice. J'ai aussi créé une bourse d'études à l'IUT que j'avais abandonnée, appelée la bourse commémorative Étienne Lefebvre pour les étudiants anciens combattants. L'administrateur m'a demandé dans quelle branche Étienne avait servi. Dans toutes, ai-je répondu, ce qui était assez proche de la vérité. Je garde la médaille de papa dans mon garage, juste au-dessus de l'établi où nous avons reconstruit notre premier moteur ensemble quand j'avais 10 ans. Chaque matin, en partant au travail je charge toujours des camions chez Brennan Logistique, par choix maintenant, non par nécessité je salue cette médaille. Pas pour le sergent Étienne Lefebvre, fantôme des opérations clandestines qui a évité le pire, mais pour papa, qui est revenu de l'enfer, a pris une clé à molette et a élevé un fils qui pensait qu'il n'était qu'un mécanicien. Le véritable héritage n'était pas les 4,7 millions d'euros, bien que cela ait changé nos vies. Ce n'était même pas d'apprendre que mon père était un héros, bien que cela ait guéri des blessures que j'ignorais avoir. Le véritable héritage, c'était de comprendre que les hommes les plus discrets portent parfois les vérités les plus lourdes, et que l'amour signifie parfois emporter ces histoires dans la tombe pour protéger ceux qui vivront après votre départ. Étienne Lefebvre est mort en pensant ne m'avoir rien laissé. En vérité, il m'a tout laissé. Un héritage de sacrifices silencieux, d'héroïsme tacite, et la connaissance qu'un simple mécanicien de Lyon était en réalité un homme extraordinaire qui a sauvé le monde. Puis est rentré chez lui pour apprendre à son fils que la vraie force réside dans ce que l'on n'a jamais besoin de dire.